Bon matin à toi, Steve Prou. Merci d'avoir accepté mon invitation à cette entrevue exclusive pour nous parler de ton parcours de vie et de ton parcours d'écriture qui t'a mené à la réalisation de l'écriture de deux livres. Alors évidemment, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu toi dans la vie, Steve Prou? Et OK, on va repartir. Bon, moi, j'ai un parcours comme enfant, comme adolescent, à peu près comme monsieur, madame, tout le monde. On me diagnostique le diabète de type 1 à 2 ans, ce qui est très, très rare en si bas âge. Mhm. Mais ça, écoute, pour moi, ça n'a jamais été un handicap, un obstacle comme tel. Fait que je fais ma vie comme si de rien n'était, il n'y a pas de problème. Moi, où je me démarque quand je suis jeune, dans le fond, c'est que je suis un joueur de hockey. Je suis un sportif, ça va bien à l'école, je performe à l'école, mais dans les sports, particulièrement au hockey, c'est là où je me démarque. Fait que jusqu'à début de l'âge adulte, je vais jouer au hockey jusqu'à atteindre la Ligue Midget 3 du Québec, qui est la meilleure ligue pour les 15-16 ans au Québec. Après ça, je vais être repêché junior majeur, mais j'atteindrai pas ce niveau-là. Fait que c'est là beaucoup où je me démarque durant mon enfance, mon adolescence. Ce qui arrive par la suite, c'est qu'à 21 ans, à cause du diabète, je perds la vue. Tout simplement. On me diagnostique, dans le fond, on découvre que j'ai des petites veines, des minuscules veines dans mes yeux. On me donne des traitements au laser pour essayer de brûler ces veines-là pour éviter qu'elles éclatent. Mais le traitement ne fonctionne pas. Ce qui arrive, c'est que, je fais une première hémorragie dans l'œil gauche en 1989. J'ai 21 ans à ce moment-là. À peu près un mois et demi plus tard, le même phénomène se produit dans mon œil droit. Et en l'espace de 3 4 mois, je ne vois plus rien du tout. Fait que, grosso modo, c'est mon parcours avant de perdre la vue. À partir de l'âge de 21 ans jusqu'à aujourd'hui, écoute, aujourd'hui, je vais bientôt célébrer mes 57 ans. Fait que c'est tout le parcours euh, de me réhabiliter, faire de la réadaptation. Je vais quand même aller à l'université. J'ai un parcours, bon, côté, j'ai toujours été actif sur le marché du travail. Donc, ça ne m'a jamais empêché. Oui, il y a une période où il faut accepter, il faut se rebâtir, se reconstruire. Mais, tu sais, je pense que j'y suis quand même assez bien arrivé. J'ai toujours travaillé, j'ai atteint même un poste de direction d'un organisme. Je suis aujourd'hui à mon compte depuis 2 ans, un petit peu plus de 2 ans. Donc, je pense qu'avec du courage, oui, beaucoup d'efforts, mais de la persévérance, c'est faisable. C'est faisable. Puis dis-moi, Steve, est-ce que dans ta vie, que ce soit avant de perdre la vue ou après, est-ce que tu as toujours écrit d'emblée? Est-ce que c'était quelque chose qui faisait partie de ta vie intégrante? Absolument pas. J'ai toujours été bon en français. OK. Bon, tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup. Je travaille encore un peu dans le domaine de l'orientation professionnelle, donc aider les gens à découvrir puis à atteindre ce qu'ils veulent atteindre côté professionnel dans la vie. Puis, souvent, on se démarque. Il y en a qui sont bons dans les deux, français et mathématiques, mais souvent, chez les gens, on a souvent une de ces deux matières-là qui est une force principale. Mhm. Et moi, c'était davantage le français que les mathématiques. Puis je me suis toujours bien débrouillé côté orthographe, tout ça de ce côté-là. Mais dire écrire, non. Non. J'ai fait des travaux à l'école comme tout le monde. Puis quand j'étais à l'université, quand je faisais mes travaux de session, etc., j'ai des profs qui me disaient, tu as une belle façon d'écrire ce que tu as à dire. OK. Ça a été les premières réactions, mais sinon, j'avais jamais écrit avant. OK. C'est venu davantage, tu sais, après avoir perdu la vue, je te dirais, au début des années 2010. Puis, tu sais, c'est même pas nécessairement un besoin que moi j'avais. C'est des gens qui me disaient souvent, pourquoi t'écrirais pas ton histoire? Pourquoi t'écrirais pas d'où t'es parti, ce qui t'est arrivé? Je me suis souvent fait dire que j'étais un modèle pour les gens, c'est un modèle de courage, de persévérance, etc., parce que j'ai repris ma vie en main. Mais, tu sais, moi, je sentais pas nécessairement le besoin d'écrire peut-être à ce moment-là. OK. Puis dis-moi, est-ce que le déclencheur, ça a été les gens autour de toi ou il y a eu un événement précis qui a fait que là, tu t'es lancé dans l'écriture? Ça, vraiment, je pense que c'était les gens. OK. Puis, tu sais, les gens me le disaient. Puis je disais, ben, garde, pourquoi pas? Moi, j'ai toujours voulu me servir de mon histoire pour aider les gens.
Je Mhm. me disais, si moi j'y suis réussi, pourquoi ça pourrait pas aider d'autres mondes? Absolument. Dans le domaine de l'orientation où je travaillais, je recevais des clients en privé. Les gens, il y a des gens qui m'ont déjà dit, t'as même pas eu à dire un premier mot. Tu es venu me chercher dans la salle d'attente à mon premier rendez-vous. Moi, je venais te voir parce que je savais absolument pas quoi faire dans la vie. Je savais absolument pas où je m'en allais. Puis j'arrivais face à face avec un gars qui avait une canne blanche, qui travaillait, qui était allé à l'université. Déjà là, j'étais confronté. Fait que ça a fait, ça, ces messages-là, souvent, ça a fait comme, ben, regarde, pourquoi je m'en servirais pas pour aider les gens? Et le jour où j'ai décidé de commencer à écrire, mon but, c'était ça. C'était, oui, de raconter mon histoire, mais c'était de dire, ça peut aider quelqu'un à se reprendre en main puis à faire sa vie. Absolument. Absolument. Puis, évidemment, on ne se fera pas de cachette. Il y a eu un défi d'adaptation pour toi avec le matériel électronique, bon, les ordinateurs et tout ça. Est-ce que, selon toi, ça a été ton plus grand défi à travers l'écriture ou ça a été complètement autre? Non, ben, écoute, à travers l'écriture, non, parce que, tu sais, j'utilisais déjà l'informatique, ça. Moi, en perdant la vue, tu sais, on est au début, ben, fin 80, début 90. Internet n'existe pas à ce moment-là. L'ordinateur, bon, ça commence à être plus adapté pour les personnes non-voyantes, mais c'est pas encore parfait. On est loin de la perfection, là. C'est loin d'être utilisable puis aussi facilement que ça l'est aujourd'hui pour nous autres. Fait que je m'adapte de ce côté-là, oui. J'ai besoin de ça pour faire mes études à l'université. Et si j'avais pas ces outils-là, si j'avais pas l'électronique aujourd'hui, je sais pas ce que je ferais, là. L'ordinateur, le cellulaire, c'est comme n'importe qui, ça fait partie de ma vie, mais c'est mon moyen de lecture, c'est mon moyen d'écriture, c'est mon moyen de chercher de l'information. C'est énorme dans ma vie aujourd'hui, là. Fait que non, l'adaptation à l'électronique, ça n'a pas été mon défi. Mon défi, ça a été plus de me faire confiance. Au niveau de l'écriture, quand les gens me disaient, ben, pourquoi tu n'écrirais pas ta vie, pourquoi tu ne ferais pas quelque chose avec ça? Comme probablement plusieurs personnes qui écrivent avec 1 million de rêves, c'est, ben, je suis qui, moi, pour écrire un livre? J'ai pas de formation, j'ai jamais fait ça. Moi, je me disais, ben, une histoire comme la mienne, il y en a plein de monde qui Mhm. ont une histoire à raconter, puis il y a plein de monde qui ont vécu des grosses épreuves comme moi. Pourquoi moi, plus qu'un autre, je raconterais la mienne? Tu sais, ça m'a pris 10 ans à partir l'écriture de mon livre. OK. Je m'assoyais chez nous, des fois, parce que les gens me le disaient, puis j'essayais d'écrire, puis j'avais aucune notion là-dedans, là. Je lis, puis c'est drôle parce que moi, j'ai découvert la lecture après avoir perdu la vue. Ah, Euh, Avant, je lisais à peu près pas. Je sais même pas si j'avais lu un livre complet dans ma vie. Puis, si j'en ai lu un, c'est parce que c'était obligatoire à l'école. ah. Fait D'accord. que, j'étais un sportif, j'étais un gars d'action. Moi, il fallait que ça bouge. J'étais dans un sport, été, automne, hiver, n'importe quand. Fait que la lecture, l'écriture, ça faisait pas partie de ma vie. Puis après avoir perdu la vue, là, il a fallu que je me rebâtisse puis que je me retrouve des intérêts. Parce que j'ai quand même été 2 ans en réadaptation, apprendre à me débrouiller dans la maison, apprendre à faire de la cuisine, apprendre à être capable de sortir de chez nous tout seul avec ma canne blanche pour aller au coin de la rue, pour aller au dépanneur, pour me rendre d'un point X à un point Y. Fait entre-temps, tout ça, c'était pas 40, 50 heures par semaine. Fallait que je me trouve des hobbies. Et il y avait des bibliothèques sonores qui existaient pour nous autres, les non-voyants. Et c'est là que j'ai découvert la lecture et mon intérêt pour plein de choses. Wow. Donc, vive la technologie. Oui, comme je te dis, aujourd'hui, c'est tout, tu sais, comme pour plusieurs d'entre nous, là. Tu sais, écoute, on est à des centaines de kilomètres de distance, puis on se parle, moi, plutôt aujourd'hui, là. Absolument. Absolument. Et hormis le fait que tu étais non-voyant, de ce que je comprends de ton parcours, c'est que tu étais comme n'importe quel être humain normal qui se questionnait puis qui essayait de se valider dans l'action d'écrire un livre en se posant exactement les mêmes questions. Tu avais les mêmes défis que quelqu'un qui est voyant, finalement. Ben oui, oui, parce que, tu sais, mon histoire, je la connais. Mon histoire, je la racontais dans des ateliers, dans des conférences depuis des années. J'ai toujours été bien, bien, bien ouvert à en parler de mon histoire. Donc, pour moi, c'était pas un blocage, là.
Tu sais? Fait que c'était vraiment de dire ben, la technique en arrière de tout ça, puis comment on écrit ça, un livre, par où on commence, puis comment on développe, puis par où on passe. Ben, j'avais aucune idée, là. Tu sais? Puis là, est-ce que tu es allé te chercher des ressources ou tu t'es dit, ah, je vais comme jeter ce que je pense que je dois mettre à l'ordinateur, puis après ça, je ferai réviser. Comment ça s'est passé, ce segment-là? Après 10 ans, tu sais, comme je te dis, j'ai essayé plusieurs fois. J'ai écrit des lignes, je gardais ça dans mon ordinateur. Je me disais peut-être qu'un jour, ça me servira. C'est une suite d'événements qui ont fait un jour que tout s'est enclenché en l'espace de à peu près un mois. Wow. J'ai fait un cours en communication orale à Sherbrooke avec l'école de communication Jean Malo. Puis, à la fin de la formation de 4 jours, Jannick Anctil, qui est la personne, le propriétaire de l'école, il nous met devant la caméra. Puis, après avoir fait notre formation, il nous dit, tu te vois où dans un an? Tu te vois où dans 5 ans? Et là, je pars. Puis moi, je me laisse aller. Je suis pas le genre qui. Tu sais, j'ai des objectifs dans la vie, je rêve à plein de choses, mais j'écoute, moi, dans le meilleur des mondes, d'ici un an, je fais, euh, je fais des capsules, je fais des choses à la télé pour les personnes non-voyantes, peu importe, mais je participe à des émissions de télé. Je fais de la radio, parce qu'à ce moment-là, je faisais déjà de la radio communautaire. Mhm. Donc, je fais de la radio, j'ai mon émission, etc. Et je dis, ben, j'écris mon livre. Ça fait des années que je veux écrire mon histoire, que je veux écrire mon livre. Ben, d'ici un an à 5 ans, je rêve d'écrire mon livre et, tu sais, bon, de le mettre en vente. Fait que ça reste là. Un an plus tard, un an jour pour jour, il nous renvoie notre capsule par courriel, puis il nous dit, t'en es rendu où dans tes objectifs, dans tes rêves? Fait que, ben là, je jase avec Jannick. Puis j'écoute, oui, j'ai fait de la radio. Oui, j'ai été approché par Ami Télé, qui est une station spécialisée pour les personnes handicapées. Entre autres, j'ai fait des capsules sur la recherche d'emploi. Donc, j'ai des parties de ce que je voulais faire qui se met en place. Mhm. Mais du côté de l'écriture, j'ai dit, je suis bloqué. Ça marche pas. Tu sais. On est en plein début de pandémie. Là, on est au mois de mai 2020. Mhm. Fait on est tous Plein dedans. confinés à la maison. Mhm. Et Yannick, il me répond, il me dit, garde, il dit, moi, j'ai parti un podcast durant la pandémie. Et il m'envoie un lien, il dit, garde, je viens de faire une émission, je viens de faire un podcast avec 2 personnes. Puis il dit, écoute ça, ça pourrait peut-être répondre à tes questions. Fait que j'écoute le podcast. Et le podcast, c'est avec euh, Charles, bon, j'ai un blanc, je cherche son nom de famille. Charles Dubois. Charles Dubois, excuse-moi Charles, si t'écoutes ça, mon Dieu. Charles Dubois et Lynn Tremblay, parce que Charles vient d'écrire l'histoire de Lynn Tremblay, qui est une personne vivant avec un handicap, qui est allée aux Paralympiques. Et il fait un podcast là-dessus. Alors j'écoute le podcast, et là je me dis, voilà le gars qu'il me faut. Parce que Charles travaille dans ce domaine-là, il a écrit le livre. Moi, je me cherche quelqu'un qui va me coacher, qui va me guider là-dedans, et ça fait oui. Wow. J'ai réécrit tout de suite à Yannick, j'ai dit, je veux parler à ce gars-là. Donc, il nous met en contact, je parle à Charles, parce que moi, je ne connais pas un million de rêves à ce moment-là, là. Et c'est dans les tout débuts, peut-être qu'à ce moment-là, que Jérémy a commencé à travailler avec une première personne, mais qui est Vicky Méham, l'ancienne mairesse de Magog, Mhm. mais c'est dans les tout premiers, dans les tout débuts, ça. Fait que moi, je rentre en contact avec Charles. Je connais pas Jérémy du tout. On se parle, puis on a plein de liens communs. On est dans les mêmes âges. Charles vient de la région de l'Estrie, du coin où je reste. Il a grandi dans le monde du sport, il a fait du sport, il a coaché dans le sport. Donc, on a plein de liens communs. Mhm. Et ça clique tout de suite. Donc, j'enclenche le tout, puis euh, Charles, il fait pas, tu sais, il n'y a pas une tonne de théories à me donner où il fait juste me donner comme euh, quelques exemples, quelques conseils, puis il me dit, pars de même, puis on verra où ça va aller. Et avec ces quelques conseils-là, puis on dirait que parce que je me sens en bonne main, je me laisse aller, puis là, ça part. Écoute, j'écris, puis j'écris, puis j'écris.
j'ai continué à travailler durant la pandémie. J'étais un des chanceux qui a continué à travailler. J'ai gardé ma job. Mais, tu sais, avant ça, on ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire, ben, quand on a comblé 35-40 heures par semaine, il en reste du temps après à combler, là. Donc, c'est mon projet de fin de semaine durant la pandémie. J'écris facilement entre, je te dirais, 5, 6 et 12, 15 heures par fin de semaine. Wow. Et c'est parti. Fait que c'est parti comme ça. Ça a été une suite d'événements où j'ai rencontré Charles, on a écrit le livre ensemble. Quand est venu le temps d'éditer, de publier, d'éditer, Charles, lui, touche pas à ça. Fait que Charles, il me parle de. Bon, il me dit, il me laisse, tu sais, franchement, devant deux situations, il dit, regarde, on peut sortir une liste de maisons d'édition, t'envoies ton manuscrit, puis il dit, si tu as des réponses, parce qu'il dit, je te garantis rien, Mhm. mais il dit, si tu as des réponses, ça ne sera pas avant un an minimum. Fait Wow. que, C'est loin, là. moi, j'ai pas cette patience-là dans la vie. J'ai les deux pieds dans le projet. Mon manuscrit est presque complété. Là, je me dis non, 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 quand tu ne me diras pas ça, là, j'ai pas fait tous ces efforts-là pendant un an et demi de temps, parce que ça m'a pris un an et demi à écrire mon livre. Ben, mes deux livres, parce que dans le fond, ça a viré en deux livres. Mais j'ai dit, je ne vais pas attendre un an, un an et demi, 2 ans avant de savoir si peut-être je vais avoir une réponse. J'ai dit, as-tu d'autres options? Ben, il dit, écoute, il dit, je connais un gars, Magog. Fait que là, il me parle de Jérémy, puis il me parle d'un million drive. Mais là, moi, où ça bloque, c'est la notion de dire, ben, on passe par, euh, dans le fond, tu sais, dans la méthode de vente, il passe par euh, là aussi, je cherche le mot, là, la méthode pas de financement, Le sociofinancement, voilà. le sociofinancement. Oui. Et moi, j'ai un blocage, puis c'est pas du tout par rapport au sociofinancement comme tel, c'est que moi, dans ma vie, je me suis jamais vu comme un vendeur. Ouais. Comme beaucoup d'auteurs. Et voilà. Mm. Alors là, de dire, c'est moi qui va devoir vendre mes livres, ça bloque. Fait que là, je suis hésitant, je sais pas trop. Puis là, finalement, à force de discuter avec Charles, Charles me dit, ouais, écoute, il appelle Jérémy, il voit avec, tu verras qu'est-ce qu'il y en a. Fait que, une fois plus, je parle à Jérémy et je me rends vite compte que ça clique. C'est un gars que j'apprécie énormément. Sa façon de faire, sa façon de parler, c'est un gars qui est right to the point, qui est direct. Moi, je suis comme ça, puis j'aime ça de même. Fait qu'il dit, écoute, il dit, envoie-moi ton manuscrit, puis il dit, on verra qu'est-ce qu'il y en a. Fait que, honnêtement, moi, j'envoie mon manuscrit, j'ai à peu près 450 pages à l'ordinateur d'écrit. Fait que Ouch. Jérémy, il lit mon livre, puis il me revient en me disant, il dit, ben écoute, il dit, tu sais, la première affaire qu'il me dit, moi, je suis un gars qui, dans le fond, qui raconte mon histoire, mais j'ai pas d'émotion dans mon histoire. OK. Je fais pas vivre mon histoire au lecteur. Et c'est la première chose que Jérémy me dit. Il dit, écoute, il dit, tu as une histoire écœurante à raconter, mais tu nous la fais pas vivre. OK. T'sais? Et ça, c'est juste ma personne, là. Mhm. C'est moi, je suis un gars qui peut s'exprimer, tout ça, mais je suis pas un gars hyper expressif, donc je raconte, mais je fais pas vivre. Alors, je retravaille mes affaires, puis je me remets dedans. Tu sais, de raconter le moment où je suis dans le bureau du médecin et qui m'annonce, tu perds la vue et c'est définitif, il n'y a pas de retour, ça va être comme ça pour le reste de tes jours. Ben, je le raconte sans émotion. Wow. Donc, je dois revoir tout ça, je me replonge là-dedans. Jérémy m'aide beaucoup, Charles m'aide encore. On retravaille et finalement, Jérémy me dit, écoute, t'as bien trop de stock. Tu sais, il dit, tu as 450 pages. Il dit, un livre comme le tien, il dit, c'est à peu près autour de 250 pages habituellement. Et là, il me dit, parce que, tu sais, comme je disais tantôt, moi, j'ai deux vies. J'ai ma vie avant de perdre la vue, ma vie de sportif, et j'ai ma vie après avoir perdu la vue. Et c'est là qu'il m'arrive avec l'idée de dire, tu n'écrirais pas deux livres avec celui que tu viens de faire là? Avant ta vie de sportif, où tu parles de, bon, tu sais, je parle principalement de hockey, je raconte des anecdotes, etc., mon cheminement. Mhm. Et après ça, dire, ben, regarde, ta vie, ton volume principal portera sur le fait que tu as perdu la vue, comment c'est arrivé, et ça a été quoi ton cheminement par après. Et c'est ce qui fait que
Ben écoute, j'en suis arrivé à écrire 2 livres. À écrire 2 livres qui sont d'ailleurs derrière chacune de tes épaules. Je sais pas si, parce qu'on est rendu là dans le fond, alors on voit très bien les 2 livres. Malheureusement, j'ai pas les titres avec moi. Faut m'excuser. Alors, si tu veux nous les présenter Il y a le livre principal, à fond, qui parle de mon cheminement, c'est de la gloire au désespoir. sur ton épaule Euh, gauche, parfait. de la gloire au désespoir parce que la gloire du sport Mhm, jusqu'au désespoir de perdre la vue. mhm. Et le deuxième volume qui s'appelle La performance dans les veines. Parce que moi, aussitôt que je faisais du sport, peu importe quoi, j'ai joué au baseball, j'ai joué au golf, j'ai, bon, principalement le hockey, mais tout ce que je faisais, j'étais un performant. Donc, moi, j'aimais la compétition, j'aimais l'adrénaline, j'aimais le défi. Fait que ce livre-là, qui est un peu plus petit, qui a une centaine de pages à peu près, mais il s'appelle La performance dans les veines. Wow! Donc, un seul projet qui en est devenu deux pour 2 messages qui sont complètement différents l'un de l'autre. Ouais. Euh, Dis-moi, à travers tout ça, à un moment donné, Steve, est-ce que tu as eu le goût d'abandonner ou de lâcher, de faire comme Ah, c'est trop, là, je suis plus capable. Non, je t'avoue une fois que j'ai été parti, tu sais, il y a des moments où ça a été peut-être un peu plus difficile, où je cherchais un peu plus mes idées, ou bon, je suis quelqu'un qui est assez critique envers moi-même aussi, donc des fois, c'était pas tout à fait à mon goût, puis je retravaillais, puis mais de dire non, une fois que ça a été parti, comme je te dis, l'écriture, ça l'a tellement coulé, puis il y a tellement de choses qui sont sorties que non, je me disais, non, non, écoute, je suis en train de réaliser mon rêve, c'est clair que je vais aller jusqu'au bout, là. Tu sais? Donc, Euh, aucune raison d'avoir envie d'abandonner le projet. non, puis ça a été un peu confrontant pour moi, parce qu'en quelque part, ça a été une thérapie. J'ai revécu ma vie au complet. Et Wow. ça m'a fait revivre des moments plus difficiles, mais ça m'a fait comprendre des choses aussi. Donc, c'est plus là où j'ai trouvé ça difficile de replonger dans mon passé, sans dire que j'ai réussi à l'oublier, pas du tout, tu sais, mais ça m'a quand même fait revivre des moments, tu sais, d'être assis dans le bureau du médecin à Montréal qui m'annonce que c'est définitif pour le reste de mes jours, la cécité. Je l'ai lu et relu et relu et relu, je ne sais pas combien de fois. Puis encore aujourd'hui, tu sais, tantôt j'en ai juste parlé, je ne sais pas si toi tu l'as senti, mais moi je le sens, mon trémolo dans ma voix. C'est encore là, puis même quand j'en parle en conférence, parce que je fais des conférences, ce bout-là, il est toujours un petit peu plus rough à parler, là, tu sais. Mais Évidemment. avec le temps, tu sais, je veux dire, ça s'adoucit, puis je m'adapte, puis je m'habitue à ça. Mais fait que la difficulté pour moi, elle était plus là. Et la crainte aussi après de dire, ben là, tout est fait, il reste le sociofinancement et il faut que je vende. Oui, Tu sais. oui. Fait que, mais, puis, tu sais, juste faire une anecdote par rapport à ça, je le dis souvent, mais j'avais pas compris le sociofinancement à la base. J'avais mal compris c'était quoi. OK? Moi, je pensais, Jérémy, il me dit au départ, tu as 2 livres. Il dit, bon, tu sais, on calcule tout ce que ça m'a coûté, etc. Il dit, tu dis, tu sais, admettons que tu te mettais 10 000 piastres de vente comme objectif. Tout de suite, en dedans de moi, je me sens raidir, je me dis, 10 000 piastres, t'es-tu malade? Mais moi, dans ma tête, j'ai pas compris que c'est tout ou pantoute le sociofinancement. Que Ah, si je vends pas les 10 000 piastres, j'ai rien. en effet. Ça, je le comprends une fois que tout est lancé, que tout est parti. OK. Fait que là, à un moment donné, ça me pète d'en face. Je dis, là, j'ai plus le choix, là. Si je veux vendre mes livres, je me suis embarqué, donc je dois vendre pour 10 000 piastres de mes 2 livres au total et dire, c'est ça, là. Et comme je te disais tantôt, j'aime le défi. Je suis habitué à ça dans le sport de compétition. Des fois, c'est quand on est un petit peu acculé au pied du mur qu'on performe le plus. Ben écoute, en un mois, j'ai vendu pour à peu près 11 500 piastres de mes livres. Wow! J'ai plein de monde qui ont embarqué, qui ont collaboré. Tu sais, je suis connu. J'ai plein de gens qui voulaient acheter mes livres, qui voulaient entendre mon histoire. Fait que ça a super bien été. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, quoi, on est 3 ans et demi plus tard, je suis à peu près à pas loin de 15 000 piastres de vente au total.
Je continue à en vendre régulièrement en conférence. Les gens achètent mon histoire, ils ont le goût de la lire. Fait que, écoute, c'est un succès dans ma vie, là. Tu sais, je regarde d'où je suis parti, avec la confiance que j'avais pas de ce côté-là, puis voir où je suis rendu aujourd'hui, puis comment ça va bien de ce côté-là. Ben écoute, c'est un franc succès, là. C'est tellement beau à entendre parce que tant qu'on est dans nos peurs puis qu'on se lance pas, on sait pas, évidemment, Ben ce non, qui ben nous non. attend, c'est certain. Et Steve, qui dit, bon, évidemment, sociofinancement, dit aussi lancement de livres. Est-ce que tu veux nous parler de ce moment-là? Est-ce que tu as fait un lancement officiel? J'ai même pas fait de lancement physique. Même pas. Même pas. Tu sais, on est à la fin 2021. Ben, moi, j'ai fait mon lancement. Tu sais, j'ai pas fait mon lancement. J'ai fait, si tu veux, un lancement, c'est un peu comme un party que des chums m'ont organisé à Magog et qui s'est produit après que le lancement soit fait. OK. Wow. Mais la campagne était terminée. Tout ce que ça faisait, c'est que je vendais des livres en physique. Mais les gens ont réuni à peu près une cinquantaine de chums à Magog dans un restaurant. On a fait le lancement là avec des journalistes, avec plein d'anciens chums avec qui j'ai joué au hockey, etc. Stéphane Waite, qui est l'ancien coach des gardiens de but du Canadien de Montréal, qui a coaché Carey Price, dans le fond, qui avait signé la préface de mon livre. Ben, tout ce monde-là était là. Fait que c'était plein de belles retrouvailles. Mais comme lancement, ça s'est fait par les médias sociaux. Les journalistes, bon, bien évidemment, je me suis reconnu par le monde du sport, donc les journalistes en Estrie ont embarqué. Il y a eu beaucoup d'articles dans le journal local à Quaticook, dans le journal local à Magog, dans la Tribune, qui est un journal régional en Estrie. Là, les gens ont embarqué. Ils m'ont énormément aidé de ce côté-là. Mais côté physique, non, il n'y a pas eu de lancement de fait de ce côté-là. Wow. Mais quand même, on s'entend que le souper au restaurant a dû en lui-même être un lancement, on va dire, officieux. Euh, est-ce que, En fait, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans toute ton expérience d'écriture, là? On parle du moment où tu as commencé à écrire jusqu'au moment où tu as publié officiellement. Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans cette aventure-là? Euh, ben, je me suis découvert des capacités que je pensais pas que j'avais. Tu sais, le côté écriture, je disais aujourd'hui, au début, je suis qui pour écrire un livre? Ben, j'y suis arrivé, puis ça a été juste, tu sais, au départ, j'ai eu besoin de sentir l'épaule de Charles à côté de moi. Pas Mhm. qu'il fasse les choses à ma place, puis pas, mais juste de savoir de dire, OK, je sais qu'il y a quelqu'un qui va me backer, j'ai quelqu'un qui me coach, qui est à côté de moi, juste au cas où. Juste au cas. Fait ce que j'avais pas avant, tu sais, la petite tape dans le dos de dire t'es beau, t'es bon, t'es capable, là. Mhm. Ben, ça, Charles, il l'a joué avec moi. Il a fait ça, il a joué ce rôle-là, il m'a aidé énormément. Il m'a laissé beaucoup de place dans mon écriture. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui est assez autodidacte, puis j'ai besoin de liberté, donc j'avais besoin. Si à chaque fois il était arrivé pour tout me bouleverser mon livre, puis tout me changer ça n'aurait pas fonctionné. Non, 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 clairement pas. Fait que c'était mon histoire, fait que cette liberté-là, je l'ai eue. Puis c'est même chose un peu avec Jérémy. Jérémy m'a donné des conseils quand il est rentré dans le portrait, mais jamais il a voulu tout me virer mon livre de bord, là. Tu sais? Fait que c'est la beauté de la chose. Fait que je me suis découvert, j'ai pris confiance en moi de ce côté-là. Et écoute, il en est ressorti que ça faisait à peu près 22 ans que j'étais à ma job au Carrefour Jeunesse Emploi à Quaticook après avoir sorti mon livre. Et ça m'a fait prendre conscience que j'avais d'autres rêves dans la vie puis que je commençais à avancer en âge, puis que si je voulais les réaliser, c'était là. Moi, j'ai toujours rêvé de travailler à mon compte, de me lancer sur le web comme coach, comme conférencier, bon, etc. Et l'écriture de mon livre a débloqué tout ça. Après avoir écrit, bon, moi, j'ai publié mon livre dans le fond en 2021, novembre 2021. Mhm. Avril 2022, j'ai annoncé à mon conseil d'administration que je quittais mon emploi pour me lancer à mon compte. Je me suis vraiment lancé dans le vide, là. Je savais, tu sais, je savais ce que je voulais, mais j'avais pas tant de connaissances que ça de ce côté-là. Mais j'ai dit, garde, j'en avais assez de mon travail. Ça a fait comme, garde, pense à toi, là. Ton livre, tu pensais pas y arriver, tu y es arrivé. Ben, pense à toi, vas-y, puis fonce.
Et écoute, depuis Wow! ce temps-là, ça s'est développé, ça, tu sais, ça. Fait juste l'écriture du livre, la confiance que ça m'a donné, ça m'a ouvert plein de portes. Puis ça m'a donné confiance en moi plus que jamais, ça c'est clair. Très certainement, autant au niveau personnel que professionnel. Tu le soulevais juste avant, tu disais que Charles et Jérémy ont vraiment respecté l'essence de ton livre, respecté qui tu étais dans le processus et qui tu devenais également, parce qu'on se transforme au niveau de l'écriture quand on est dans tout ce processus-là. Euh, Dis-moi, comment était ta relation? Tu nous as parlé beaucoup de ta relation avec Charles, mais comment était ta relation avec Jérémy Parent là, à travers le Gardien de Parc et la maison d'édition? Ben, comme je te dis, il est arrivé dans le processus plus à la fin. Tu sais, aujourd'hui, les gens suivent beaucoup la formation de Charles, pas de Charles, mais de Jérémy côté écriture. Les gens, bon, embarquent avec lui. Il y a le programme, il les coach du début jusqu'à la fin. Moi, Jérémy n'était pas là dès le départ parce que je ne le connaissais pas. Mais à partir du moment où on a travaillé ensemble, Euh, Jérémy, comme je disais tantôt, moi, j'aime ça parce qu'il est right to the point. Quand c'est bon, c'est bon. Quand ça doit être changé, ça doit être changé. Puis, moi, je suis fait comme ça. C'était, si c'est pas bon, dis-moi-les. Si ça mérite d'être modifié, d'être dit autrement, dis-moi-les. T'sais. Puis ça, on s'est super bien entendu là-dessus. Puis, tu sais, Jérémy, c'est pas le gars qui va tout défoncer, là. C'est pas le Mm. gars qui. Mais il est capable de dire, regarde, je vois ça comme ça. Il est capable, tu sais, d'être authentique puis d'être transparent. Fait que ça a super bien été. Puis c'est un gars qui est quand même super simple, Jérémy, là. Fait que ça l'a cliqué rapidement et ça a super bien fonctionné après. On se parlait régulièrement, on a, tu sais, puis même encore aujourd'hui, des années après, je suis allé au Salon du Livre l'automne passé Mhm. à Sherbrooke, puis on était super contents de se retrouver, là. Fait que, tu sais, on se voit moins, c'est bien évident, une fois que l'écriture est faite pour nos vies professionnelles, chacun notre bar, vie familiale, etc. Mais, tu sais, on restera toujours, je pense, des bons contacts, des bons chums qui, si on a besoin, on est capable de s'appeler, de dire, hey, qu'est-ce que t'en penses? J'aurais besoin de ça, tu penses que tu peux me donner un coup de main ou peu importe. Mais ça a été facile, ma relation avec Jérémy, là. Je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que tu parles des salons, puis bon, la maison d'édition Un million de rêves inclut une cinquantaine, en fait, de livres qui sont édités jusqu'à présent. Comment tu as trouvé ton expérience, disons, au salon du livre à Sherbrooke? Parce que nous, on s'est rencontrés pour la première fois, en fait, au Salon du livre Personne. l'année passée en personne. Euh, Comment tu trouves cette relation-là, inter-auteur, on va dire? Tu sais, des gens qui t'ont pas nécessairement connu dans ton processus. Comment tu décrirais en fait cette formule-là quand on se voit, même si on ne se connaît pas à l'intérieur en fait de la maison d'édition? Ben, tu sais, c'est l'objectif d'un million de rêves, hein, de dire tout le monde a une histoire à raconter. Mm. Puis on se rend compte que même si on peut être bien différent, chacun, on a notre vie à raconter. Chaque vie mérite d'être racontée parce qu'on a nos particularités. Puis tu sais, des fois, moi je disais au début, j'avais le syndrome de l'imposteur en disant, ben je suis qui pour écrire un livre? Puis il y a plein de monde qui ont une histoire comme la mienne. Pourquoi que mon histoire intéresserait du monde plus qu'une autre? Mhm. Ben, on a toutes justement des particularités et notre histoire, c'est pas, le but, c'est pas d'aller chercher tout le monde. Le but, c'est d'aller chercher les gens qu'on va accrocher avec notre histoire. Il y a quelqu'un en quelque part qui a besoin d'entendre notre histoire. Mm. Peu importe qui on est. J'ai pas lu les livres de tout le monde. Là, tu dis, il y a une cinquantaine de livres. J'en ai lu certains, j'en ai acheté certains de ces livres-là. Et dans chacun des livres, je suis allé chercher quelque chose. Donc, c'est souvent la peur de dire, ben, pourquoi, tu sais, comment je vais pouvoir aller chercher les gens? Et je pense que le but de ça, c'est d'écrire notre histoire et ceux et celles qui en ont besoin, ben, ils vont l'acheter, notre livre. Absolument, Fait que, absolument. tu sais, de parler aux autres auteurs, c'est un peu ça, c'est de découvrir que chacun a son style, chacun a ses choses à dire. On passe pas mal par toutes les mêmes étapes, de dire ben, pourquoi moi, puis pas, comment je vais faire pour écrire un livre. Puis, ben, si j'ai jamais écrit avant, je ne serais pas capable, voyons donc. Puis, vendre des livres, je ne serais jamais capable de faire ça. Je ne suis pas vendeur pantoute, puis j'ai pas de monde autour de moi. Puis, on passe tous par les mêmes étapes, là. Tu sais. Absolument. Absolument. Et qu'est-ce que tu dirais à un ou une auteure qui viendrait vers toi puis qui hésiterait encore à écrire son livre? Qu'est-ce que tu lui dirais pour donner le petit
puis dans le dernier, mettons, qui manque pour se lancer? Ben, la première chose, moi, je demanderais à la personne, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'écrire un livre? Parce que, tu sais, je pense que tant qu'on n'a pas ce besoin-là en dedans de nous autres, tant qu'on n'a pas l'intérêt et envie de le faire, on le fera pas. Et écrire un livre, il faut que ça devienne un plaisir. Faut qu'on ait le goût d'écrire. Faut pas que ça soit ah, faut que je m'assieds, faut que j'écris mon livre. Ah, ça me tente pas. Puis voyons donc. Il faut que ça soit hey, oui. Moi, j'avais donc hâte que la fin de semaine arrive pour me rasseoir à mon ordinateur, puis de dire à mes enfants, à ma conjointe, de dire, regarde, là, je m'en vais en bas, je m'en vais écrire, là. J'en ai pour 4 5 6 heures. Je veux la paix. C'est un moment où je me retrouvais avec moi-même. Hmm. Puis je me lâchais lousse, puis j'écrivais, puis j'avais donc hâte que ces moments-là arrivent. Donc, quelqu'un qui n'a jamais écrit, c'est pourquoi tu le fais? Si c'est un rêve, OK, qu'est-ce que tu vas aller chercher là-dedans? Et après ça, ça serait lâche-toi lousse. J'adore. Permets-toi d'être toi-même, tu as ton style, tu as ton écriture à toi. Il y aura probablement des modifications à faire. Puis ça, ça fait partie du cheminement. On n'écrit pas ça d'un bout à l'autre, sans erreur, sans modification, de dire tout est parfait, tout est beau. On revient, puis on revient dessus, puis on réécrit encore, puis on revient. Puis c'est continuel, c'est comme ça. Mais il faut juste se laisser aller à qui on est, puis laisser aller notre plume, notre clavier, puis après ça, on peut être bien surpris du résultat qui en sort. En effet. En effet. Et évidemment, on parle de la maison d'édition, un million de rêves. Tu es passé dans ce processus-là. Est-ce que tu le recommanderais aux gens de passer par cette maison d'édition-là plutôt que par une autre? Ben oui, parce que quand on choisit de passer par un million de rêves, ben, à partir du moment où on décide d'aller jusqu'au bout et de compléter notre livre, on le sait que notre livre va être publié. Les grandes maisons d'édition, regarde, il n'y a pas de cachette, là. Peut-être qu'un million de rêves en deviendra une grande maison d'édition un jour, mais tu sais, ça reste toujours que chacun écrit son histoire, puis la maison d'édition ne dit pas ça va-tu se vendre ou ça ne se vendra pas. Si tu l'as écrit, tu mérites de le publier. Les grandes maisons d'édition, ils en reçoivent combien de manuscrits par jour, par semaine, par mois, par année? Et ils en gardent combien sur le tas? J'ai pas de statistiques, là. Mais la grande majorité des livres qu'ils reçoivent ne sont pas publiés. Hein? Alors qu'avec un million de rêves, ben, tu sais que tu vas raconter ton histoire, tu vas avoir du support, du soutien pour le faire. On ne te changera pas ton histoire d'un bout à l'autre à la fin parce que souvent, les maisons d'édition, même si tu leur envoies un manuscrit, eux autres, ils vont jouer dedans, puis ils vont te dire, regarde, maintenant, voici, c'est ça ton livre, là. Hein? Mm. Donc, c'est clair qu'un cheminement, un processus comme un million de rêves off, écoute, c'est une mine d'or pour monsieur et madame tout le monde qui veut écrire son livre, là. Donc, sans aucune hésitation, moi, c'est clair. Je dis aux gens, oui, oui, allez-y, puis tout de suite, là. Écoute, Steve, là, tu as deux livres, tu fais de la radio, tu fais des conférences. Est-ce que tu as d'autres projets à venir conséquemment à l'écriture de tes livres? Ben, tu sais, peut-être qu'un jour, je réécrirai un livre sur le cheminement personnel plus directement. Tu sais, bon, moi, je fais du coaching one-on-one avec les gens, beaucoup au niveau du manque de confiance. Je travaille beaucoup avec les croyances, les peurs. Donc, peut-être qu'un jour, je réécrirai un livre à ce niveau-là pour, si tu veux, expliquer mon processus, l'approche que j'ai développée moi-même. J'ai développé une approche avec 5 piliers pour développer sa confiance, pour atteindre ses objectifs. Mais, tu sais, pour l'instant, écoute, juste le développement de mon entreprise, tu sais, je suis loin d'en vivre facilement en ce moment, là. Fait que je suis pas mal dans le développement de mon entreprise, faire en sorte que ça fonctionne bien. Mais en même temps, je me sers de l'écriture à tous les jours parce que je publie régulièrement sur les médias sociaux. Donc, la façon de communiquer et d'écrire m'aide tellement de ce côté-là. Ce que j'ai développé en écrivant mon livre, ben, c'est clair que ça me sert aujourd'hui, tu sais, facilement, là. Mais oui, j'ai ce projet-là encore. J'aimerais ça me relancer dans ce projet-là. Le processus d'écrire un livre, aujourd'hui, ça irait beaucoup plus rapidement. Puis, tu sais, je saurais beaucoup plus où je m'en vais. Mais pas avant quelques années, ça, c'est sûr et certain, là.
en attendant évidemment de bien développer ton entreprise. Ouais. Écoute, Steve, je ne peux que te remercier de ta générosité d'avoir partagé tout ton parcours de vie à travers ton parcours, évidemment, d'écriture. Je te remercie infiniment d'avoir été là avec moi pour partager ce moment. Et évidemment, on va attendre de tes nouvelles bientôt s'il y a des développements au niveau de ton entreprise. Alors, je te remercie beaucoup de ta présence. Ça fait plaisir. Excellent, merci. Bye bye.